Donc, ça, le nombre de cellulose a augmenté de 8%. Est-ce que ça a une influence sur le produit final qui est faire de la bioénergie? Ou bien. Ouais, en fait, parce que donc, dans la tige, au départ, on a ces trois composantes, mais qui sont sous forme polymère et puis qui sont enchevêtrés les uns avec les autres. Mais pour le bioéthanol, c'est vraiment la cellulose qu'on vise. Donc, l'idée, c'est de défaire cette structure et de travailler ensuite sur la cellulose et qu'on va couper en sucre simple. Mais donc, oui, si on en a plus au départ, avec le 1 kg de départ, on aura un peu plus de bioéthanol à la fin si chaque étape se comporte de la même façon. Et pour la production de biomasse, par les plantes comme les willows, est-ce il y en avait d'autres que vous avez considéré à utiliser ou d'une manière pas nécessairement industrialisée, mais ouais, c'est ça plutôt de. Est-ce qu'il y avait des alternatives au lieu de la willow? Puis si vous les avez choisi, puis puisque vous avez choisi la willow, pourquoi celle-là au lieu de certaines autres plantes Ok, produisant biomasse? oui, on pourrait avoir d'autres espèces, dans le fond, je sais pas si c'est. En fait, les saules, c'est vraiment une espèce qui a été très étudiée pour la phytorémédiation, justement, parce qu'elle est très tolérante à la contamination environnementale. En fait, elle est très résiliente, même si on la barbote et qu'on perturbe son environnement, elle va quand même continuer à bien pousser. Fait qu'elle offre une stabilité dans les rendements. Après, il y a les willows, les saules, c'est dans la même famille que les peupliers. Et les peupliers, c'est aussi une autre source de biomasse pour les biocarburants. Mais après, il y a un autre volet avec le sorghum. Je ne sais pas c'est quoi en français, vraiment. Ou, Je suis pas familier. ok. Aussi. Mais je pourrais vous envoyer une liste des principales espèces de biomasse. Parce que c'est ça, là et mon partenaire qui est en Angleterre, lui, il avait regardé est-ce qu'il pourrait transformer les espèces invasives en biocarburant, justement. Donc, il a travaillé sur le rhododendron qui, en Angleterre, apparemment, est une espèce invasive, et la nutweed du Japon, je ne sais pas si c'est la. Je pourrais vous renvoyer le nom exact, mais c'est une autre espèce. Et encore une fois, il a démontré qu'on pourrait aussi travailler à partir de ces plantes pour produire les biocarburants. Donc le critère de choix, ça va être est-ce que ça pousse bien dans des environnements qui ne concurrencent pas l'alimentaire, principalement. Ouais, moi j'avais une question, genre. Ça répond à ta question? Ouais, ça répond à ma question. Moi j'avais une question, genre si vous avez à refaire votre expérience, parce que je sais que comme l'expérience a été divisée en deux, une partie genre traiter l'eau usée, puis l'autre faire des produits avec la biomasse et tout. Donc si vous devez refaire de zéro, quelle étape auriez-vous pris pour genre rentabiliser, avoir plus comme de biodiesel à la fin? Bonne question. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Ben, moi, je trouve que c'est déjà quand même un système qui a vraiment bien fonctionné. Je sais qu'on pourrait essayer de travailler avec d'autres génotypes de saules. Donc, dans les saules, il y a 4000 espèces différentes, dans le fond. Donc, peut-être il y en a qui auraient un rendement encore meilleur ou qui ont une teneur en cellulose encore plus intéressante. Euh, dans les paramètres qui peuvent jouer aussi, c'est est-ce qu'on récolte après 2 ans de croissance ou est-ce qu'on récolte après 3 ans de croissance ou 4 ans? La croissance, c'est par la fermentation ou Non, la croissance, c'est vraiment l'arbre qui pousse Ok, pendant combien de cycles, ok. de saisons. Et parce qu'en fait, je ne sais pas à quel point vous l'imaginez, mais on a une plantation de saules, ça ressemble un peu à des bambous. Donc c'est pas comme les saules pleureurs, mais c'est juste des tiges très longues et très hautes. Ah, Puis aux 2 ou 3 ans, on les fauche à ça de hauteur sur leurs racines, fait qu'ils perdent toute leur partie aérienne et ils sont capables de repartir et même ça stimule en fait leur croissance parce qu'ils vont se ramifier encore plus, donc ils vont produire plus de tiges et donc c'est ça. Et
Mais ça, vous disiez que ça stimule justement leur croissance. Est-ce qu'il y a une limite à cette croissance-là ou c'est quand même, ça Ben, augmente? je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui disent qu'on peut faire ces cycles de fauche et de repousse à une vingtaine d'années. Mais en fait, c'est qu'on manque un peu d'informations sur qu'est-ce qui se passe après. En fait, il faudrait pousser plus longtemps les expériences pour voir, mais je pense qu'on a peu de données sur ça. Donc, on ne sait pas trop si on épuise au bout d'un moment la plante, mais a priori, on a pour une vingtaine d'années, puis après, ça serait d'arracher, mettons, la partie racinaire, puis de repartir à partir de boutures. Donc, c'est des morceaux de tiges qu'on plante directement dans le sol, puis c'est le, c'est le- les saules se propagent par une façon végétative, donc on part pas de graines souvent, c'est un morceau de tige, et puis ça, les saules sont souvent proches des cours d'eau, et donc quand un morceau de branche casse, et après il est transporté, puis dès qu'il trouve terre, ben là il peut se réimplanter. Donc c'est toute l'évolution qui a fait que c'est une façon de se reproduire de cette façon-là. Puis parce que ces saules-là, leur croissance, elle augmente quand même de plus en plus, de ce que j'ai compris. Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que cette augmentation de croissance-là, elle est aussi présente dans la nature? Mon point, c'est est-ce que ces saules-là qui ont une augmentation, ils ont une croissance qui a augmenté de plus en plus rapidement, est-ce que c'est une inquiétude que s'il y a un morceau de cette saule-là qui tombe dans la nature, est-ce que ce serait, est-ce que ce serait une possible problématique? Est-ce que ça pourrait même devenir une espèce invasive à des extrêmes Euh, comme ça? je sais pas comment est-ce qu'on définit, à partir de quoi est-ce qu'on définit que c'est une espèce invasive, mais Potentiel, pas ouais, mais alors déjà, oui, dans les premières années, quand on coupe, ça repousse, mais ça atteint quand même un plateau. Donc, mettons, au bout de 10 ans, quand on les fauche, ben, on va toujours avoir la même quantité, qui est quand même élevée, mais la même quantité de biomasse. Et est-ce que ça risque d'être problématique? Je suis pas certaine, parce que justement, il faut quand même une action pour que ça se coupe en morceaux ou une perte de branche et que ça se répande. Je sais que pour la partie utilisation par l'homme, on conseille souvent de ne pas les mettre proches des maisons et des fondations parce que ça a tendance à les briser. En fait, le système racinaire est assez développé et assez fort, fait que on conseille de ne pas les planter trop proches des maisons, mais c'est ça. A priori, c'est pas une espèce problématique, c'est pas comme mais ça pousse bien. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des endroits où ils ont démontré que c'était vraiment problématique, mais ça je sais pas. Ok. Puis aussi, il y en avait une question, c'était à propos de. Est-ce il y aura est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'un moyen d'avoir des sortes de plantes qui ressemblent à des saules qu'on pourrait placer dans des sections résidentielles pour comme ça, localement, on serait capable de faire des petites quantités de biodiesel. Comme ça, on pourrait se dépendre de moins des biodiesel importés ou qui sont, oui, plus efficaces, mais c'est environnementalement plus. Ben, il faut voir parce que souvent, quand je pense que ça serait intéressant de faire des solutions locales, mais tout dépend de ton échelle. Par exemple, ça serait intéressant que les petites municipalités qui ne disposent pas forcément d'un système d'épuration d'eau, ben, peut-être que s'ils recourent à ce genre de plantation, ils peuvent traiter leur eau et ensuite faire une génération de biocarburants. Mais mettons, ça ne serait pas dans le jardin d'un particulier parce que la production serait quand même trop faible pour la quantité que ça produit et que chacun ait son petit réacteur à la maison, ça ne serait pas forcément plus écologique. Parce que souvent, ça devient plus intéressant quand tu as un certain volume ou masse minimale qui fait que ça en vaut la peine de construire un réacteur ou l'investissement que ça prend. Fait que c'est de trouver un peu à partir de quel seuil ça deviendrait effectivement favorable pour l'environnement. Puis dans l'équipe, on a un étudiant au doctorat, encore une fois,
Noël Fagoaga. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux vous mettre aussi en contact, mais lui, il regarde plus la partie technico-économique et la partie analyse de cycle de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept, analyse de cycle de vie. C'est, mettons, on va comparer, ou non ou, alors, je laisse le temps de répondre. En fait, à Montréal, il y a un groupe de recherche, le CIREG, qui est basé, qui est relié en tout cas à l'Université de Montréal, mais je ne sais pas trop qui exactement. C'est une entité à part entière et qui, en fait, il compare deux scénarios. Un exemple, c'est est-ce que c'est mieux de prendre un sapin naturel ou est-ce que c'est mieux d'avoir un sapin artificiel au niveau des impacts environnementaux? Parce que le sapin artificiel, bon, c'est du plastique, il faut le produire, alors que le sapin naturel, c'est renouvelable. Et il y a aussi des activités qui sont reliées à tout son cycle de vie, à partir de sa production jusqu'au moment où on en dispose. Et donc cette étude-là, ça regarde tout le cycle de vie d'un produit et le compare à un autre pour voir lequel a le plus d'impact sur la biodiversité, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et lui, il a fait la comparaison entre utiliser un champ de saule pour traiter des eaux usées versus une station conventionnelle, pardon. Et il a aussi intégré, en fait, dans le cycle de vie de saule, le fait qu'on puisse faire du biocarburant. Puis ça vient beaucoup diminuer l'impact total du traitement des eaux usées. C'était pas très clair, je pense, même pour vous. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai perdu un peu, mais bon, généralement, j'ai quand même des Ouais, mais c'est ça, et peut-être que lui pourrait vous donner un peu des chiffres sur à partir de quand ça devient intéressant de façon du côté environnemental pour implanter ces systèmes-là. Juste refresh Oui. la vidéo.